Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, M. Toffoli, qui est professeur au département de marketing à l'Université du Québec à Montréal, et moi, Jean-Luc, on va vous présenter notre communication intitulée « L'impact de la culture nationale sur les motivations des consommateurs de luxe » avec une exemplification pour le marché chinois, russe et indien. On commence avec une partie théorique où on présente les valeurs du luxe, les motivations d'achat, pour continuer avec le modèle culturel de Hofstede, le diagramme de Demoij, et effectivement avec l'analyse des pays concernés. Alors, pour comprendre les motivations du luxe, il faut d'abord comprendre les valeurs du luxe et le cadre conceptuel de Wittmann s'articule autour de 4 dimensions. Et en effet, chaque objet de luxe a une valeur financière qui est liée au prix, a une valeur fonctionnelle qui est liée aux caractéristiques du produit, a une valeur individuelle qui est liée à la consommation personnelle et une valeur sociale liée à la visibilité. Ah, merci, excusez-moi. D'accord. Alors, ceux qui achètent du luxe cherchent en général des valeurs qu'on voit sur le côté gauche. Ils cherchent vraiment la visibilité, l'unicité, la valeur sociale, une valeur émotionnelle et la qualité. Vigneron et Johnson ont associé pour la première fois les valeurs du luxe aux motivations du luxe. Et en fait, c'est très intéressant parce que Vigneron et Johnson ont dit que l'achat du luxe est très sensible aux effets interpersonnels. Ils ont mis en évidence 3 effets interpersonnels, l'effet Veblen, l'effet Snob et l'effet Bandwagon. Les effets personnels sont mis pour la première fois sur le même diagramme avec les effets interpersonnels, exactement par Vigneron et Johnson en 1999. Quand on parle d'effets interpersonnels, il faut penser que l'effet Veblen, lui, a lieu au moment où l'acheteur de luxe cherche la visibilité. L'effet Snob se manifeste, lui, quand l'acheteur cherche la rareté du produit. Et finalement, l'effet Bandwagon, lui, se manifeste au moment où le consommateur cherche, par la consommation de luxe, à obtenir un rôle social. Ensuite, on passe aux effets personnels, puis voilà l'effet hédoniste qui se manifeste effectivement quand l'acheteur cherche le plaisir de la consommation, et l'effet perfectionniste qui, lui, est présent au moment où l'acheteur cherche la qualité totale. Effectivement, dans le monde culturel, on attribue au produit une certaine signification particulière qui est transférée ensuite au consommateur. Il faut vraiment comprendre que les gens achètent du luxe, pas nécessairement parce qu'ils aiment les caractéristiques du produit. C'est en fait la culture qui a un effet direct sur le comportement des consommateurs. Pour expliquer tout ça, nous, on a décidé de présenter le modèle culturel de Hofstede. Qu'est-ce que Hofstede fait, lui? Lui décrit la culture nationale en utilisant 6 dimensions différentes. Il attribue des scores de 1 à 100 à chaque dimension. Et il faut penser que ces scores-là ont une valeur comment ça s'appelle? Statistique. Alors, ça veut dire que ce sont des moyennes nationales. Alors, nous, dans notre analyse, on a choisi les 3 premières dimensions, la distance hiérarchique, qui, elle, met un petit peu en évidence l'inégalité qui existe entre les membres d'une société. Par la suite, une autre dimension, l'individualisme, le collectivisme, qui met en évidence l'interdépendance qui existe entre les membres d'une société, pour finir avec la dimension masculinité-féminité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société qui enregistre un score élevé pour ces dimensions est une société plutôt masculine qui cherche le succès. En fait, en opposé, une société qui enregistre un score faible pour ces dimensions est une société plutôt féminine où les gens cherchent plutôt la justice sociale. Voilà les résultats qu'on obtient
pour les trois pays. On remarque que tous les trois, la Russie, l'Inde et la Chine, la distance hiérarchique est extrêmement élevée. Les trois pays sont des sociétés collectivistes et pour qu'ils regardent la masculinité, on voit que l'Inde et la Chine sont des sociétés très masculines et la Russie est une société plutôt féminine, mais on va parler de ça un peu plus tard dans la présentation. Alors, au fil du temps, le luxe, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il recrée tout le temps les distances sociales. Alors, c'est facile à comprendre pourquoi, dans une société où la distance hiérarchique est élevée, les membres cherchent à garder leur statut social par l'entremise de la consommation de luxe. En effet, en Russie, le luxe, ça rime très bien avec le pouvoir, ça rime très bien avec le pouvoir politique, avec le pouvoir financier. En Inde, malgré le fait que la constitution actuelle interdit totalement le système des castes, ce système est omniprésent dans le pays. En Chine, on constate effectivement que la société est aussi très, très, très hiérarchisée. Dans les sociétés collectivistes, les gens dépensent beaucoup, beaucoup d'énergie et d'argent pour garder leur image, pour garder leur face dans la collectivité. En fait, on dit qu'en Chine, la face vaut comme la vie, aussi cher que la vie. Effectivement, si on regarde les centres de Hofstede, les Russes moyens pensent toujours, nous et les amis, au lieu de comme nous, chez nous, on pense moi et mes amis. En Inde, l'acheteur indien cherche toujours à se faire valider par sa famille et par ses amis. Mais en Chine, finalement, il existe même une phase de consommation, alors que les consommateurs chinois se rapportent toujours à leur groupe de référence. Comme on a bien compris, dans les sociétés masculines, le succès et les réalisations sont marqués par l'achat de luxe. Bien, la réalisation, on peut parler des réalisations professionnelles, des réalisations financières ou même sportives. Mais on constate en fait que selon le centre de Hofstede, que la Russie est une société plutôt féminine. Mais en réalité, il existe une étude réalisée en 2000 qui relève un score plus élevé pour cette dimension. En Russie, évidemment. En 2014, Demoy réalise un diagramme qui est extrêmement utile, qui est un excellent outil d'analyse et pour notre analyse aussi, parce qu'on voit là, pour les pays où la distance hiérarchique est élevée, ou des pays qui sont très collectivistes, les gens cherchent à garder leur statut social et la phase de consommation. Tandis que dans les sociétés masculines, quand on voit un haut, les gens cherchent plutôt le succès. Pour notre pays, c'est la Chine, l'Inde et la Russie, on constate, en regardant le diagramme, qu'il existe vraiment une convergence des motivations d'achat. Effectivement, le diagramme a aussi des limites parce que toutes les valeurs des dimensions culturelles sont des moyennes statistiques, sont des moyennes nationales. Et en fait, en Chine, on peut affirmer sans se tromper que le luxe est présent dans les grandes villes dans l'est du pays. En Inde, il y a une énorme différence entre le nord et le sud, dans le sens qu'au nord, les gens achètent, ceux qui ont l'argent, les moyens, achètent vraiment du luxe, tandis qu'au sud, la population est beaucoup plus profonde, beaucoup plus religieuse. C'est un petit peu la même histoire pour la Russie, où le luxe est présent vraiment dans les deux grandes villes du pays, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Effectivement, on voit que dans ces deux villes-là, les gens cherchent le succès, ce qui explique la convergence des valeurs d'achat. Pour rester un petit peu en Russie, on constate que vraiment le consommateur russe est obsédé par la visibilité. Et on voit ici une image qui malheureusement n'est pas très loin de la réalité, selon Kivanzor en 2007. Il faut penser aussi que pour le Russe, le pays d'origine du produit est très important. Et quand on parle de la mode, c'est les deux pays qui viennent en tête pour le Russe, c'est la France et l'Italie.
Aussi, il faut penser que les Russes ont vraiment leur marque de luxe préférée. Ces marques de luxe sont les marques de luxe qui ont été en vogue dans les années 70-80, période où la Russie était un pays communiste, un pays fermé. Il ne faut pas oublier l'ethnocentrisme russe. Il suffit de regarder un petit peu la situation politique actuelle de la Russie qui n'est pas l'idéal. Alors, si on parle de l'Inde, l'Inde, c'est un grand pays qui fascine tout le monde. C'est un pays de contradictions, c'est un pays où le luxe absolu se trouve à côté de la pauvreté, d'une pauvreté incroyable, mais aussi, il faut penser qu'en Inde, la tradition est très, très présente. Pour les marques de mode, les marques de luxe, il faut vraiment penser à une étape qui s'appelle l'intégration indienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir du succès, la marque doit s'adapter à la culture locale. Il faut penser à l'accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, il faut penser qu'en Inde, les espaces commerciaux de luxe ne sont pas vraiment disponibles. Finalement, on arrive en Chine. Et là, la Chine, c'est vraiment l'Eldorado de la mode et du luxe. Les Chinois sont extrêmement riches, donc pas tout le monde, mais existent les nouveaux riches. Et existe deux phénomènes très intéressants. C'est le phénomène des tai-tai, ça veut dire que la femme officielle de riche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une vie sociale très active, et elle achète vraiment du luxe. Mais aussi, ça existe un autre phénomène qui est tout à fait accepté. Les riches chinois ont une amante, une femme seconde, et la femme seconde, elle est jeune, elle est belle, elle est très à la mode, et surtout, elle achète du luxe. Alors, c'est très important pour, oui, la concurrence est acerbe, mais c'est l'endroit pour aller vendre les produits de mode. Faut penser aussi qu'en Chine, excusez-moi, il existe un réseau, un réseautage qui s'appelle Guangxi, qui, sans ça, on ne peut pas avoir du succès dans les affaires. Alors, souvent, le pot de vin, pour huiler ce réseautage, c'est le produit de luxe. Alors, on a vu, effectivement, la Russie, l'Inde et la Chine sont des pays extrêmement intéressants. On ne peut pas les ignorer, ont un énorme potentiel. La Chine est en train de devenir le premier marché du luxe au monde. L'Inde, malheureusement, est un marché qui fascine tout le monde et très difficile à aborder. Et la Russie a un énorme potentiel, mais se trouve actuellement dans une situation politique pas évidente. Il faut aussi parler d'un autre élément, il faut parler de la nouvelle génération. Alors, la nouvelle génération en Chine, elle, cherche vraiment actuellement une consommation hédoniste de la mode. En Inde, la nouvelle génération est vraiment très branchée à l'Internet, elle cherche à être très bien informée. Tandis que finalement, en Russie, la nouvelle génération est de loin la plus éduquée, elle a des goûts très raffinés, mais malheureusement n'a pas les moyens financiers pour acheter du luxe. Alors, le luxe, comme d'ailleurs la mode, est un moyen d'échange culturel, mais en même temps est un outil pour préserver la culture locale. Alors, dans ce monde actuel où l'information circule librement, où aussi les frontières personnelles et nationales sont assez fluides, il coexiste deux phénomènes simultanés. C'est une convergence, une divergence des valeurs d'achat de luxe. Excusez-moi, des valeurs et des motivations d'achat de luxe. Il faut penser maintenant la question qu'on pose, pas nécessairement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir, lequel va s'imposer, la convergence ou la divergence. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On vous remercie.